Bonjour et bienvenue à Entre nous, une émission spéciale où on parle de santé mentale entre jeunes. Je m'appelle Étienne Lefebvre et ensemble, on va explorer 8 sujets de santé mentale avec 8 invités différents afin de trouver des pistes de solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, on reçoit William, 18 ans, pour parler d'anxiété. Dis-moi, William, est-ce que tu vis de l'anxiété en ce moment? L'anxiété, non. Je dirais que je suis plus fébrile que anxieux. Fébrile, OK. Ouais. Mais on va aller définir ensemble c'est quoi de l'anxiété, parce qu'on en parle beaucoup dans la société, mais je pense que c'est un petit peu incompris. Fait que pour nous aider, on va aller écouter la capsule de la docteure Christine Pagé, qui va nous aider à comprendre puis à démystifier un peu c'est quoi l'anxiété. Parfait. Donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où tout doit être très rapide, un monde de performance, de productivité, où tout va extrêmement vite, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et tout ça, il y a énormément de gens et de jeunes en particulier qui souffrent d'anxiété à plus ou moins de degrés, de niveau, de léger à très sévère. Et c'est sûr que les dernières années ont fait exploser encore plus, je dirais, l'anxiété chez les jeunes. Là, on parle même d'à peu près 50% des jeunes là, qui auraient souffert à un moment ou à un autre de problèmes d'anxiété. Mais quelles sont les caractéristiques de l'anxiété chez les jeunes? Alors, souvent, on va voir beaucoup de rumination ou d'anticipation négative, de se faire des scénarios catastrophes, de toujours imaginer le pire, ou il y en a qui vont imaginer à peu près tous les plans qui existent là, du plan A au plan Z pour être certain là, d'avoir un certain contrôle sur ce qui va se passer dans leur vie. On va voir des jeunes qui sont très sensibles, hypersensibles aux critiques. Dès on les confronte, même doucement, qu'on leur fait une certaine critique, ils vont être très, très irritables ou impatients. Ils vont s'énerver rapidement, facilement. Souvent, on va voir énormément d'évitement. Donc, plus on voit chez un jeune qui va éviter certaines situations, plus il y a des chances qu'il souffre d'anxiété. Donc, l'évitement social, par exemple, on voit beaucoup de jeunes qui font de l'anxiété sociale, donc évitement des situations sociales, sont invités chez des amis à des parties, ils refusent d'y aller. On va voir beaucoup d'isolement, des jeunes qui se retrouvent beaucoup dans leur chambre, avec de moins en moins de relations sociales, même au niveau des relations familiales, il y en a de moins en moins. On peut voir aussi de la procrastination. Souvent, la procrastination, elle vient avec la peur de l'échec. Donc, on a peur, avec l'anxiété de performance, on craint l'échec, on craint de ne pas réussir. Alors, plutôt que de vivre un échec, on va juste pas le faire. Donc, on procrastine, on remet toujours à plus tard. Mais comme ça, on peut pas dire qu'on a eu un échec. On l'a pas fait, tout simplement. Évidemment, on va avoir beaucoup de symptômes physiques qu'on appelle symptômes psychosomatiques dans l'anxiété, puisque il y a l'anxiété, c'est sûr qu'il y a l'anxiété émotionnelle, quand on parle de boules au plexus solaire, dans le ventre ou dans la gorge parfois, où on ressent vraiment une forte anxiété, c'est plus émotionnel. Il y a l'anxiété cognitive dont je parlais tout à l'heure, avec les ruminations, les anticipations, les scénarios catastrophes, etc. Mais il y a aussi l'anxiété qu'on peut vivre de façon psychosomatique, puis parfois on la ressent pas de façon émotionnelle. Donc, ça va être par des maux de ventre souvent, des nausées, des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête, alors de l'insomnie, bien sûr, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, souvent on a l'appétit coupé. Donc ça, on va vraiment voir ça chez les gens qui souffrent d'anxiété importante là, au quotidien. On va voir aussi beaucoup d'hypervigilance. Les gens ou les jeunes vont être aux aguets, à tout surveiller, à tout observer, être constamment sur le qui-vive. J'ai parlé d'irritabilité tantôt, fait qu'on voit vraiment au niveau émotionnel beaucoup d'irritabilité. On a l'impression que l'autre nous répond toujours un peu avec un air bête, alors que ça peut cacher vraiment de l'anxiété.
de l'auto-dévalorisation, bien sûr, des jeunes qui vont se dénigrer, se dévaloriser, avoir peu d'estime de soi, de confiance en soi, grande sensibilité au stress, alors qu'une personne qui vit peu d'anxiété va réagir assez facilement là, devant un stress, va trouver des solutions. La personne qui vit beaucoup d'anxiété va être très réactive au moins de petits changements, moins de petites perturbations dans sa journée. Et bien sûr, des difficultés à se détendre. Hein. C'est certain, chez les gens qui sont très anxieux, même aller faire de la méditation, du yoga, ça peut être très difficile parce qu'ils sont trop nerveux. À ce moment-là, peut-être que l'exercice physique, ce serait une meilleure solution pour arriver à se détendre. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître un peu toutes ces caractéristiques, ces symptômes-là de l'anxiété pour pouvoir amener le jeune éventuellement là, à obtenir du soutien par rapport à ça. Mais c'est quoi les causes? C'est quoi les causes de l'anxiété chez les jeunes? Hein? Il y a différentes causes. J'en ai parlé au tout début, la pression sociale, hein, tout ce qu'on peut voir sur les médias sociaux, la pression de performer, vouloir atteindre certains objectifs, par exemple comme les influenceurs sur TikTok et tout ça, les jeunes voudraient atteindre ce type d'objectif-là, mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Donc la pression sociale, ça peut être la pression sociale du groupe d'amis aussi, bien sûr. Là. Les causes aussi, ça peut être l'incertitude face à l'avenir. C'est sûr que les dernières années au niveau mondial n'ont pas été très joyeuses et heureuses. Alors, ça peut amener beaucoup d'anxiété, d'incertitude face à l'avenir, face à l'intolérance aussi qu'on appelle. Donc ça, c'est sûr que c'est une des causes de l'anxiété chez les jeunes. Évidemment, l'environnement familial. Si on a grandi dans un environnement où les parents ou un des parents est très anxieux, a un trouble anxieux, surprotège, est toujours en train de vérifier tout ce qui se passe, bien c'est sûr que ça risque de causer de l'anxiété aussi chez les jeunes. Hein. Évidemment, on grandit dans ce milieu-là anxiogène, alors on développe aussi de l'anxiété. Puis d'autre part, parfois, il y a une partie héréditaire là-dedans, c'est-à-dire hein, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille, tout le monde est anxieux. Donc, on se le transmet d'une génération à l'autre, autant de façon relationnelle que de façon aussi génétique héréditaire. La surcharge d'informations avec Internet aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui va vite, on a accès à peu près à toutes les informations, à tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut amener, évidemment, aussi augmenter beaucoup l'anxiété parce qu'à un moment donné, notre cerveau en peut plus de toute cette surcharge d'informations. C'est quoi les conséquences de l'anxiété chez les jeunes? Parce que oui, tout le monde, on vit à plus ou moins de degrés un peu d'anxiété à certains moments de notre vie, mais c'est quoi la conséquence chez les jeunes d'avoir trop d'anxiété ou un trouble anxieux carrément? C'est sûr qu'il y a un impact évidemment sur la santé mentale. Là, ça peut mener soit vers un vrai trouble anxieux ou même de la dépression majeure, par exemple. Au niveau des relations aussi, ça peut avoir une incidence. Hein? Je parlais d'isolement social tout à l'heure. Donc, le jeune qui est vraiment très anxieux, qui va arrêter d'accepter les invitations à sortir avec les amis et tout ça, qui va se refermer un peu sur lui-même, ça peut amener à ça. Au niveau des performances académiques, évidemment, quand on est très anxieux, ça affecte beaucoup notre concentration, notre attention, notre mémoire aussi, de mémoriser toute l'information qu'on doit ramener dans un examen, par exemple. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur les résultats scolaires. Donc, j'aimerais vous proposer quand même quelques stratégies hein, pour arriver à diminuer ou même peut-être éliminer le plus possible l'anxiété dans votre vie ou vraiment diminuer le niveau, l'intensité d'anxiété que vous ressentez. Il y a la pleine conscience qui existe depuis plusieurs années dont on parle, qui est vraiment de vivre le moment ici et maintenant, comme on dit, hein, de se concentrer sur ce qu'on fait sans avoir la tête ailleurs à penser à 1000 autres choses. Donc ça peut vraiment aider à diminuer l'anxiété, la pleine conscience. Vous pourrez aller vous informer là-dessus. D'avoir un équilibre de vie, bien sûr. Hein, si on travaille 60 heures semaine, ça peut vraiment amener beaucoup d'anxiété parce qu'il y a un manque d'équilibre. Donc, d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie académique ou professionnelle je pense que ça, c'est vraiment important. De demander du soutien quand on va pas bien, allez demander du soutien, que ce soit à votre famille, à vos amis ou bien sûr à des professionnels en santé mentale. C'est important là, de demander l'aide dont vous avez besoin.
l'activité physique. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on répète, jusque vous l'entendez depuis le primaire probablement, mais c'est vrai que l'activité physique, ça procure de l'endorphine, la sérotonine, ça procure des hormones qui vont vous aider à vraiment diminuer toute cette anxiété. Puis, comme je disais tantôt, la psychothérapie, évidemment, si les autres moyens n'ont pas fonctionné, j'ai parlé de yoga aussi tout à l'heure, de méditation, mais si tout ça, ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi peut-être consulter votre médecin en premier lieu, mais consulter un professionnel de la santé mentale, un psychologue, psychothérapeute, pour aller creuser un peu plus, comprendre qu'est-ce qui cause cette anxiété-là dans votre vie. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider à aller de mieux en mieux et à vous sentir bien au quotidien pour faire face à tous les défis de votre vie. Donc, on vient d'apprendre que 50% environ des jeunes vivraient de l'anxiété en ce moment. Est-ce que tu trouves que c'est un chiffre qui fait du sens ou tu dirais qu'il y en a plus ou il y en a moins? Honnêtement, je pense qu'il y en a plus. 50%, je pense de nos jours, ça a beaucoup changé, surtout depuis la COVID. Avec l'école, le travail, la famille, il y a eu, je pense, plus de jeunes qui ont découvert qu'il y avait de l'anxiété, qui vivaient de ça. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu une évolution, puis qu'il y a peut-être plus de recherche à faire par rapport au nombre de jeunes qui en vivent d'anxiété. C'est ça. Dans le fond, le chiffre 50%, ça serait basé sur des statistiques, des données. Ouais. Mais on le sait comme toi puis moi que tout le monde vit un petit peu d'anxiété à gauche puis à droite. Oui. Surtout avec la société dans laquelle on vit. Fait que parlons-en. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on vit plus d'anxiété qu'en 1950 ou en 1975, où on a tout simplement mis un terme, en fait, à ce sentiment-là? Je pense qu'on en vit plus. Il y a plus de choses qui se sont créées depuis 1975, comme Internet, les réseaux sociaux. Ouais. Ça va plus vite. Oui, il y a beaucoup de nouvelles aussi qu'on voit, puis que ça nous donne beaucoup d'anxiété. Puis le travail aussi, je pense que le mode de travail est différent que dans les années 70. La charge est plus énorme, je dirais. Fait que ce soit des jeunes ou des adultes, je pense que tout le monde vit de l'anxiété différemment, mais une chose est sûre, c'est que ça a beaucoup évolué, puis je pense que c'est pas juste une étiquette qu'on donne puis qu'on dit que c'est ça, mais je pense vraiment que ça a peut-être dégénéré au fil du temps, puis c'est devenu plus grosse, plus intense, l'anxiété de nos jours. OK. Puis comment tu ferais pour savoir si c'est de l'anxiété que tu vis? Est-ce que c'est juste un petit stress ou y a-tu des trucs que tu te donnes pour te dire ça, là, je vis en ce moment une petite crise d'anxiété, là? Oui, tu sais, c'est pas juste quand t'as une boule dans le ventre. Ouais. Tu sais, c'est pas juste t'es en sueur, tout ça, mais tu sais, c'est aussi, il y a beaucoup d'insomnie, la perte d'appétit. T'es pas capable de manger même une petite pomme. T'es pas capable, tu t'imagines beaucoup que le monde va s'effondrer autour de toi. Puis tu penses que tout va s'arrêter si t'es pas capable d'accélérer ou si t'es pas capable de produire. Puis c'est beaucoup sur ta confiance aussi, sur ce que tu penses, puis tout ça. Fait que tu vas vraiment... il y a l'expression en anglais, tu sais, overthinking. Donc, je pense vraiment que ça va rentrer dans ta tête, puis là, tu vas plus être capable vraiment de t'en sortir, vraiment. Tu sais, ça prendra pas 2 minutes, puis tu vas arrêter. Tu vas vraiment y penser, mais trop longtemps. Fait que là, tu vas embarquer dans une crise. Fait qu'il y a plusieurs éléments, tu sais, comme je dis, c'est pas juste une boule, c'est dans le ventre, c'est vraiment... Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Il y a beaucoup de personnes, ça arrive différemment. Si on parle d'anxiété cognitive, il y a différentes manières de voir ou différentes personnes vont réagir de manière différente à l'anxiété. Il y a des gens qui vont faire des scénarios catastrophes, puis il y a des gens qui vont tout simplement se mettre à tout penser. Ils vont essayer de planifier la moindre petite chose. Puis ça, c'est de l'anxiété parce qu'au bout du compte, est-ce qu'on peut vraiment tout prévoir? Fait que, est-ce que c'est réaliste de se dire que qu'on prévoit tout puis que ça va arriver comme ça? Non, je pense pas que c'est réaliste. C'est de l'exagération en même temps. Donc, comment je dirais, ça aide pas à tout contrôler quand tu veux tout contrôler. Non, parce que, moi-même, ça m'arrive aussi de prévoir tout le temps le pire. S'imaginer
que si je fais ça, ben, telle affaire peut arriver, puis que là, s'il y a un problème avec ça aussi, ben, il faut que je gère ça comme ça. Ouais. Mais c'est beaucoup de pression que tu te mets. Puis ça aide pas vraiment. Comment tu fais pour t'en sortir? Mettons que tu pars dans un scénario où ça déboule, les idées viennent, que ce soit un scénario catastrophe ou tu penses à tous les scénarios. Comment tu fais pour te recentrer et te dire, OK, là, je vais trop loin? Je suis en train littéralement d'alimenter mon anxiété. Mm-hmm. Ben, c'est sûr, moi, qu'est-ce que je fais habituellement, c'est de prendre une pause. Quand je vois que tout va pas bien puis que là, les scénarios que j'imaginais, ça va pas comme prévu ou des choses comme ça, là, j'essaie juste de prendre une pause parce que là, j'essaie de voir qu'est-ce qui a pas fonctionné. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envisagé qui a pas fonctionné ou qui est allé comme je le pensais, mais que j'ai mal géré. Puis j'essaie juste de voir, OK, là, ça va transformer ça un peu en positif. Okay. Comment je peux rendre les choses d'une bonne manière? Comment ça peut se régler de la meilleure façon aussi? Est-ce que c'est aller voir de l'aide, aller chercher de l'aide, aller voir des personnes? Passer un peu plus de temps tout seul, faire plus de recherches aussi. C'est surtout dans des choses comme l'école, exemple. C'est ça, l'école, ça peut être une grande source anxiogène pour toi. Là. Ah, c'est l'est depuis que je suis tout jeune. Là. Puis, est-ce que la pression de tes pairs, c'est aussi une source d'anxiété? Parce que, disons, si on prend l'école, tes parents, ils veulent que tu aies des bonnes notes. Ils te disent, William, si tu réussis bien à l'école, tu vas avoir telle affaire. Fait que est-ce que en fait, tu te mets beaucoup plus de pression que tu devrais à cause de la pression de ton entourage? Bien, ça, c'est une chose que j'ai réalisée dans les dernières années, c'est que ma plus grande source d'anxiété venait de mes parents. Pas qu'ils me disaient des mauvaises choses, tout ça, mais il y avait beaucoup d'attentes à un moment donné. Ils voulaient, il faut que j'aille des bonnes notes, il faut que je réussisse, il faut que j'étudie, il faut que j'aille poser des questions si je ne comprends pas. Donc, il y avait beaucoup de pression sur moi, puis que je me mettais aussi pour qu'ils soient contents. Donc, à un moment donné, l'école, c'était comme un surplus d'anxiété. Avec les devoirs, je te donne un exemple. Au primaire, si on m'annonçait un mois avant que j'avais un examen, là, je stressais pendant tout le mois. Je stressais pas genre 2-3 jours avant, c'était pendant un mois complet, je stressais. Même si j'étais vraiment bien préparé, que j'avais étudié, j'étais pas capable. Tout ça parce que je voulais que mes parents soient satisfaits de mon effort. Je voulais que mes parents voient à quel point que je travaillais et tout ça. Mais à la base, je le savais là, que l'école, c'était pas fait pour moi. Je n'étais pas fait pour ça non plus. J'ai beaucoup de difficultés scolaires. J'ai réussi à me rendre au cégep, mais c'était tout le temps avec des 60%, 70%. Penses-tu que tu n'aurais pas nécessairement eu des meilleures notes, mais tu aurais vécu moins d'anxiété si tu vivais plus pour toi que pour les autres? Oui, je suis convaincu à 100%. Je comprends aussi qu'ils veulent ma réussite, qu'ils veulent ça. C'est normal. Je comprends, puis quand je vais être un père aussi, je vais voir mes enfants réussissent, puis qu'il y ait des bonnes notes, puis que ça aille bien à l'école. Puis, je les blâme pas pour ça, mais je pense qu'il y a peut-être une manière de faire qui a mal été projetée, je pense. Qu'est-ce que tu ferais peut-être de différent? Est-ce que tu irais plus dans une ouverture puis un laisser-aller? Oui. C'est beaucoup ça aussi. C'est aussi l'écoute. L'écoute joue gros là-dedans parce quand on est anxieux, on pense que personne ne peut nous écouter, personne ne va nous comprendre, puis que c'est vraiment juste intérieur, mais juste en parler des fois, ça peut libérer beaucoup. Je pense que j'aurais dû plus faire ça quand j'étais jeune, mais il y avait beaucoup d'autres situations comme l'intimidation aussi, puis tout ça, c'est des choses qui me renfermaient beaucoup, donc parler, c'était moins une option, donc je vivais tout intérieurement. Puis quand j'arrivais devant mes parents, c'était très compliqué parce que là, ne pas s'exprimer, là, ça brise beaucoup de choses, fait que ça amène plus d'anxiété. Puis, pour revenir à ta question, l'écoute, oui, puis beaucoup d'ouverture. C'est laisser faire les choses, dire, OK, tu as des difficultés dans ça, c'est correct, on peut les travailler, mais ça peut prendre, ça ne se réglera pas tout de suite. C'est prendre le temps de comprendre les choses au lieu de presser tout ça puis d'être bon tout de suite. C'est ça, ça menait à une autre de mes questions. Est-ce que c'est mieux d'essayer de tout contrôler ou c'est mieux de laisser aller les choses? Je pense que c'est bien de laisser aller les choses parce que pas grand monde apprenne au même rythme que les autres. J'apprenais plus lentement que les autres.
Comparément à une personne, tu sais, on appelle ça une bolle, là, mais une personne comme ça va apprendre extrêmement rapidement. Tu sais, à la seconde qu'on lui donne des informations, il va tout prendre puis il va mettre ça sur papier. Moi, ça pouvait me prendre peut-être 2-3 semaines avant de comprendre la chose. Donc, tu sais, c'était beaucoup ça. Puis je pense vraiment laisser le temps aux jeunes d'apprendre à leur manière, à leur rythme. Tu sais, ça peut vraiment être essentiel pour eux. Peut-être que ça va leur enlever plus d'anxiété. Puis chaque jeune est différent aussi. Fait qu'au bout du compte, comme tu dis, c'est vraiment de l'écoute. Qu'on a besoin des parents, mais aussi de notre entourage, de nos amis. Parce qu'on se rend compte que quand on est dans des milieux anxiogènes, c'est comme... c'est venimeux. On en donne un petit peu à gauche puis à droite parce qu'on est anxieux, puis sans le dire aux autres, on donne notre anxiété aux autres. Puis ensuite, ça s'accumule parce que, comme tu le dis, c'est pas juste tes parents, c'est un mélange de pression à l'école, que ce soit à cause de l'intimidation, à cause de tes notes qui sont pas tant bonnes, puis là, tu vas arriver chez toi, puis tu sais que ton père, il va être fâché ou ta mère va être fâchée parce qu'elle va dire, bien là, tu n'as pas assez étudié, mais toi, tout ce que tu as besoin, en fait, c'est de te faire écouter, entendre, puis de te sentir dans ce qu'on dit un espace sécuritaire. Quand tu te sens là, noyé d'informations, là, quel truc tu aurais à donner là, à un jeune là, qui il est sur le bord de la crise? Tu sais, tantôt, tu as dit oui, OK, relaxer, puis... mais quand ça va pas, là, as-tu un truc physique, que ce soit dire « je dois prendre 3 immenses respirations », que ce soit... As-tu un truc à toi là, que tu... moi, j'ai appris à être dans le silence, beaucoup. OK. Tu sais, parce qu'on est dans un monde où est-ce qu'on entend beaucoup parler puis qu'on parle beaucoup, donc... Tu sais, des fois, on parle trop puis on pense que ça va nous aider à dégager du stress. T'sais, oui, parler, ça fait du bien, mais des fois, trop parler ou entendre trop parler, c'est quelque chose qui me rendait beaucoup anxieux pour moi. Puis, à un moment donné, je me suis mis dans ma chambre, j'ai fermé mon téléphone, la télé, j'étais tout seul aussi dans ma maison, puis je me suis assis, puis j'ai rien écouté. J'étais vraiment dans ma tête, puis là, je prenais des respirations, mais je focusais vraiment sur le silence. Essayer de rien entendre pour pas me distraire ou pas me concentrer juste sur d'autres choses. C'est vraiment essayer de relaxer, focuser juste là-dessus. Puis, au fil du temps, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des marches aussi, beaucoup, pour dégager un peu ça puis prendre de l'air. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique. Des fois, juste rien faire parce que des fois, on veut trop en faire aussi. Tu sais, on va s'entraîner, des choses comme ça, mais t'sais, juste minimiser les choses, ça peut être tellement essentiel parce que tu ne focuses pas sur genre s'entraîner, il faut soulever des poids et tout. Mais ça fait du sens aussi ce que tu dis parce que je veux pas. L'anxiété, ça vient avec un trop plein d'informations. C'est pour ça que je disais, quand tu es noyé d'informations, c'est quoi ton truc? Parce que là, tu ne sais plus où t'en sortir. Fait que ce soit aller prendre une marche qui active quand même des trucs dans ton corps quand tu fais du sport, ou de te retrouver tout seul dans ta chambre, dans le silence. Je pense que ce qui revient autour de ça, c'est de te retrouver dans un endroit où que tu te sens confortable tout seul. Je pense que l'important, là, pour trouver c'est de trouver son propre espace intérieur, son jardin intérieur, si on veut, où est-ce qu'on est confortable, mais ça vient aussi à l'extérieur. On est influencé par les gens qui sont aux alentours de nous. C'est sûr que si tes parents te rendent anxiogène, c'est peut-être pas d'aller dans la cuisine avec eux. C'est vrai. Alors que tu viens de recevoir une mauvaise note. En même temps, il faut avoir une bonne communication, puis dire aussi de mettre ses limites avec ses parents, puis de dire, écoute, là, en ce moment, je me sens refermé, je sens que c'est trop pour moi. Je vais prendre un moment pour penser, mais penser clairement. Puis l'anxiété va redescendre. Puis ensuite, on va venir puis on va rediscuter ensemble. Mettons que tu fais une crise d'anxiété, puis que tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas de truc. Là. C'est quoi les ressources qui sont disponibles? Est-ce que tu en connais, premièrement? Je dirais... J'ai déjà été consulté avant. Un psychothérapeute, un psychologue? Okay. Oui, j'ai déjà été consulté. Ça m'a quand même beaucoup aidé. Mais des ressources autres que ça, j'en connais pas beaucoup. Parce que, tu sais, on parle beaucoup... Est-ce que tu en as à ton école qui te... disons, tu es au cégep, c'est ça? Oui. Est-ce qu'au cégep,
on te parle de ressources, on nous a dit qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour quand tu te sens pas bien ou des choses comme ça, ou tu penses qu'il y a une place à amélioration à ce niveau-là? Je pense qu'il y a une place à l'amélioration, mais pas juste au cégep, mais partout. Parce que, mais ça soit aussi dans n'importe quoi, au cégep, quand ils nous ont parlé des ressources, ils nous en ont parlé peut-être un 15-20 minutes. Mm-hmm. Puis c'est comme disparu par la suite. On savait pas c'était où, on savait pas c'était qui, on nous en parlait pas énormément. Puis tu sais, il y a eu la période des examens en décembre, puis je pense que ça a été un moment, j'ai voulu consulter, j'ai voulu aller voir quelqu'un. Puis j'avais demandé aussi, puis j'avais demandé c'était où, puis on m'avait demandé, OK, c'est quoi ta cause, qu'est-ce que tu ressens? J'ai expliqué, pas en détail, mais en résumé, puis on m'a comme un peu reviré de bord. Ouais. Okay. Tu rentrais pas dans le barème de ce qu'il y avait besoin. Non. Donc, intéressant ça. Je pense vraiment qu'il y a place à l'amélioration dans les écoles. Surtout de nos jours, tu sais, quand tu me posais la question, c'est vraiment 50%. Moi, je pense que c'est plus. Mais oui. Tu sais, oui, il y a plus de jeunes qui aimeraient peut-être se consulter, qui auraient peut-être besoin de ressources, qui auraient peut-être besoin d'écoute, puis des choses comme ça. Mais si on leur en parle une fois, puis OK, non, prends ci, prends ça, puis ça va partir. C'est pas ça. C'est pas ça la solution, non, selon moi. C'est ça. C'est pas une ressource. Puis encore une fois, il faut se sentir en sécurité. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu t'en vas voir quelqu'un qui est supposé être la ressource ou un professionnel dans ton école, tu lui demandes quelles sont mes avenues, puis qu'après ça, on te dit « Ah, tu ne fites pas dans l'avenue comme si tu n'étais pas important. Je pense que tous les problèmes sont importants. Ouais. Puis si tu t'es pas senti écouté, tu t'es senti pas fité dans le barème. Puis ça, c'est peut-être un problème de société qu'on devrait essayer de régler, donner les meilleures ressources, puis sensibiliser aussi, avoir un meilleur procédé, processus de à qui tu parles en premier, puis ensuite, est-ce qu'il y a vraiment une prise en charge? Parce que toi, tu n'as pas été pris en charge au bout du compte. Il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, c'est trop compliqué, ah, il ne fit pas, tant pis, il ira chercher ailleurs. » Donc là, c'est à toi de trouver d'autres ressources. Puis heureusement, mais il en existe quand même beaucoup. C'est juste qu'ils sont peut-être pas assez à la vue de nous, les jeunes. Parce que tu pourrais appeler tel jeune, tu pourrais appeler Belle Cause pour la cause, tu pourrais juste googler sur Internet ressources pour les jeunes qui vivent de l'anxiété. Si tu avais à parler au jeune William, là, de 12-13 ans, là, qui rentre au secondaire, là, puis qu'il s'apprête à vivre un tumulte d'anxiété, puis qu'est-ce que tu lui dirais à ce William-là pour l'aider? Étudie. Non, mais pour de vrai, ça va être un long parcours. Ça va être une nouvelle jungle. Mais premièrement, il faut que tu aies du plaisir. Je pense que c'est une des choses qu'on a oubliées au fil du temps. Ouais. Puis l'anxiété a pris le dessus. Ouais. C'est d'avoir du plaisir, se sentir bien avec les personnes qu'on est, où est-ce qu'on est. Oui, l'école, c'est pas toujours facile. Là. C'est pas toujours intéressant, mais faut se sentir bien, puis faut pas avoir peur d'aller parler. Faut pas que tu te sentes mal de poser des questions. Faut pas que tu te sentes mal de dire ce que tu penses aussi. Que ce soit à tes amis, à un professeur, mais il faut que ce soit à des personnes de confiance. Oui. Je dirais, pour terminer, au jeune William, fais-toi confiance. T'sais, oui, la vie, c'est pas toujours facile, puis tu vas en vivre des choses. Ouais. Mais quand, exemple, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Fais-toi confiance. Tu as envie d'aller voir des personnes, fais-le. Fais-toi confiance. Ouais. Tu as un examen qui s'en vient, fais-toi confiance, étudie, puis sois toi-même aussi. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Tu choisis la personne que tu es pour les autres. Ouais. Je joue pas une game de je vais jouer au gars tough puis qu'il n'y a pas peur de rien quand à l'intérieur. Tu as la chienne puis tu as peur d'affronter les choses. C'est souvent ça. Mon secondaire, ça a été ça jusqu'en secondaire 5. Secondaire 4, où est-ce que là, j'ai appris à vraiment moins focusser sur les choses négatives. Vraiment penser, je vais dire ça, mais un peu me foutre des choses pas trop graves. Puis commencer vraiment à penser plus à moi, plus à ma santé mentale, puis plus à mon bonheur aussi. Super. Fait que si on résume, fais-toi confiance, refoule pas les choses à l'intérieur de toi, parle de ce que tu vis à ton entourage.
puis trouve ton jardin intérieur ou ton endroit intérieur qui te permet de t'exprimer librement, puis d'être en corrélation avec toi pour être capable de te retrouver, puis pas de refouler plein d'émotions qui vont se transformer en anxiété. Exact. C'est ça? Ouais. Ben super, mais je te remercie beaucoup, William, Merci à toi. d'avoir fait ce partage. Puis j'espère que ça va aider plein d'autres gens à la maison. On l'espère Donc, aussi. sur ce, je vous dis à la prochaine épisode.